Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Jazzy, le podcast du site d'histoire-géographie de l'Académie de Mayotte. Notre objectif est d'abord d'apporter un éclairage scientifique et pratique en interviewant des chercheurs, des enseignants, des spécialistes d'une notion contenue dans les programmes d'histoire-géographie, de MC ou de spécialité. Jazzy, le podcast, est ensuite le moyen pour notre discipline dans une région géographiquement éloignée des grandes institutions scientifiques et culturelles de garder une mémoire des entretiens donnés par les spécialistes. Jazzy, le podcast, se veut enfin un instrument d'auto-formation professionnelle conçu comme un écho des stages organisés dans le plan académique de formation. Aujourd'hui, nous avons l'immense honneur de recevoir Kevin Sutton. Kevin Sutton, vous êtes donc agrégé, docteur en géographie, vous êtes maître de conférence à l'université Grenoble-Alpes. Pour animer ce podcast avec moi, comme à l'accoutumée, monsieur Clément Camouly-Lecran, professeur d'histoire-géographie, formateur académique et chargé de mission d'inspection. Alors, Kevin Sutton, nous vous recevons aujourd'hui pour évoquer vos domaines de recherche, à savoir les mobilités transalpines. Alors, pour débuter ce podcast, je vous propose donc de commencer votre présentation sur l'aménagement de la ligne de TGV Lyon-Turin. Bien, bonjour à toutes et tous et merci beaucoup pour cette invitation. Alors, en effet, lorsque l'on a commencé à échanger autour du projet de ce podcast, l'idée était beaucoup de se centrer sur à la fois la notion d'aménagement, bien entendu, mais aussi dans une perspective européenne. Et en lien avec mes thématiques de recherche, je vous propose du coup un peu comme fil conducteur, de choisir un objet qui est parfois mobilisé en tant qu'exemple dans les programmes du secondaire, qui est la question du projet et du chantier du Lyon-Turin. Et je fais le choix, en termes de titre, de partir sur cette notion d'objet méconnu, parce que à la fois, quand on dit Lyon-Turin, tout le monde arrive à se le représenter sur une carte, un segment. Pour autant, s'il s'agit de creuser un petit peu plus sur ce que représente ce projet, ce chantier, dans toutes ses dimensions, que ce soit sur la dimension, j'allais dire, concrète du chantier, mais aussi les problématiques liées à tout aménagement, c'est-à-dire liées aux contestations, aux oppositions et aux formes de médiation, mais on s'aperçoit que les éléments sont parfois beaucoup moins connus. Alors, en termes d'approche, première diapo, justement, j'ai choisi cette photo que j'ai prise dans le cadre d'une cérémonie, en fait, pour marquer l'achèvement du percement d'un des segments du tunnel, qui montre justement que la chose est en chantier. C'était un segment de 9 km percé par un tunnelier qui s'appelait le tunnelier Federica. Tous les tunneliers que vous voyez ici, là, avec cette forme circulaire, ont un nom. Il y avait une mise en scène très particulière et ne serait-ce que par là, on a déjà cette dimension, j'allais dire, une première approche de la complexité. Bien sûr, il y a la dimension européenne et vous le voyez que dans le jeu d'agencement des drapeaux, cette dimension de lumière, le drapeau européen est présenté à la fois comme l'horizon et comme l'élément qui s'impose, qui se surimpose aux deux autres drapeaux français et italiens. Ça, c'est déjà marqueur d'un certain point qui est fondamental. C'est que le projet du Lyon-Turin, l'idée, l'objet Lyon-Turin, je vais dire, est un élément dans lequel s'incarne une certaine idée, un certain idéal de l'Europe qui peut, on pourrait le résumer, j'allais dire, comme un certain idéal, j'allais dire, social-démocrate de l'Europe, fondé sur cette phrase assez connue de François Mitterrand en 92 dans le cadre de Maastricht, où il prononce l'idée que l'Europe se construit et se construira par les transports. C'est-à-dire cette idée que l'Europe est un espace circulatoire qui va s'accomplir dans la capacité des États aussi à surmonter un certain nombre de discontinuités, notamment de frontières, et de construire un réseau à la dimension de l'espace que l'on est en train de construire. C'est-à-dire que par cet aménagement, il ne s'agit pas seulement d'un aménagement alors, mais il s'agit bien d'une projection, d'une matérialisation d'une idée profondément marquée par un idéal, notamment de progrès. Et là, on est dans un contexte très années 90. Et cette mise en scène rappelle que oui, il y a cette portée européenne, et que cette portée européenne repose avant toute chose sur une dimension internationale. Oui, on est dans un cadre européen, mais la particularité du Lyon-Turin, c'est justement d'être de part et d'autre d'une frontière, de traverser une frontière
Et dans le registre de l'aménagement, la dimension nationale demeure fondamentale. Et en fait, on joue en permanence dans le cadre de, justement, deux référentiels juridiques, avec à chaque fois deux processus, que ce soit par exemple de déclaration d'utilité publique, mais aussi de passation des marchés. Et ça, c'est déjà un premier élément qui explique peut-être une certaine temporalité peu facilement appréhendable par tout un chacun autour de ce projet, mais aussi un certain nombre de difficultés dans la conduite de ce même projet. Donc, un horizon européen, oui, qui repose avant toute chose sur un projet fondamentalement international. Alors, afin d'introduire l'ensemble, peut-être une remise en contexte à l'échelle des Alpes. Lorsque l'on parle de Lyon-Turin, très souvent, on le réduit au seul projet de tunnel de base. Un tunnel de base de 57 km. Et justement, lorsqu'on parle de tunnel de base, petit point de vocabulaire important, il faut le resituer en fait par rapport à ce qu'on appelle les tunnels de fait. F-A-I, circonflexe T. Les tunnels de fait correspondent en fait aux tunnels hérités du 19e, fin 19e, début 20e siècle, qui correspondaient en fait aux premiers tunnels ferroviaires réalisés dans les Alpes à des altitudes pouvant aller jusque vers 1200 mètres. C'est-à-dire que ce sont des tunnels qui coupent la partie sommitale des Alpes. Pour y accéder, évidemment, il faut pouvoir faire grimper les trains sur des rampes qui peuvent aller jusqu'à 30-33 pour. La notion de tunnel de base, en fait, il y a une dimension très imagée, c'est à la base de la montagne. Le but, c'est d'éviter justement le passage de ces rampes, de ces fortes rampes, pour pouvoir optimiser et avoir un profil modernisé de lignes de type de plaine qui permet de gagner en productivité, c'est-à-dire d'avoir des trains plus longs, d'éviter les contraintes en termes de freinage et aussi de pouvoir gagner en vitesse. Mais pas seulement. C'est aussi de pouvoir gagner en capacité et répondre en fin de compte aux conditions d'exploitation contemporaines en termes de fiabilité et de sécurité. Donc, tunnels de fait, les tunnels historiques, tunnels de base, les tunnels qui sont en cours de percement, voire qui existent d'ores et déjà, puisque en Suisse, plusieurs tunnels de base ont déjà été ouverts et mis en exploitation. Je vais revenir dessus. Alors, cette carte-là que je vous propose, où je renverse les codes habituels, j'ai fait exprès de mettre le sud en haut, vise en fait à déjà insister sur un point fondamental quand on parle des traversées alpines à l'échelle européenne. C'est que, en fin de compte, les traversées alpines ont un point commun, c'est cette convergence vers l'Italie, une convergence italienne. Avec déjà un réseau, je le disais, hérité du 19e, du 20e siècle. Et dans le cadre du secteur qui nous intéresse, eh bien, il y a une ligne qui a été ouverte en 1871 avec le tunnel historique du Mont-Cenis qu'on appelle aujourd'hui le tunnel du Fréjus, qui permet de relier Modane à Bardonnèche, Modane en France, Bardonnèche en Italie. Donc, une ligne qui existe. J'ai ici, avec mes petits aplats de couleurs, localisé les tunnels de base, soit d'ores et déjà ouverts, soit en chantier. D'ores et déjà ouverts, notamment en Suisse, avec le tunnel du Lötschberg, un tunnel ouvert dès 2007, qui vient doubler en fait la ligne historique. Idem pour le Gothard, avec le plus long tunnel ferroviaire au monde en exploitation aujourd'hui, 57 km, ouvert en 2016, qui se complète depuis 2020 par un tunnel un peu plus au sud, du Ceneri, de 15 km à peu près, qui complète du coup cette axe. Et à chaque fois, ces tunnels de base, je le redis, n'entraînent pas la fermeture de la ligne historique. C'est un point très important, c'est qu'en fait, on est dans un fonctionnement de complémentarité, de redondance. Pour une raison très simple, c'est que vos tunnels de base, quand vous êtes à plus de 50 km de tunnel, il y a une grosse problématique d'entretien. Et donc, il y a des fois où vous êtes obligé de fermer et il faut bien que ça passe. Ça veut dire que une ligne historique efficace en exploitation est le complément nécessaire à toute exploitation d'un tunnel de base. On va trouver d'autres tunnels de base, cette fois en chantier. Au niveau du Brenner. Au niveau du Brenner, on a un col ferroviaire et il y a un tunnel en cours de percement entre Innsbruck et Franzenfels Fortezza en Italie.
on va retrouver un qui est beaucoup moins connu, mais qui est en cours de percement au niveau du Semmering, mais là, à l'intérieur de l'Autriche. Et puis, il y a le tunnel cœur du projet Lyon-Turin, qui s'appelle le tunnel euralpin Lyon-Turin, qu'on appelle parfois tunnel de base du Mont-Cenis, il y a plusieurs appellations, qui vise à relier, en fin de compte, directement Saint-Jean-de-Maurienne, en France, à, pour faire simple, Suse, dans la région de Suse, dans le Val de Suse, en Italie. Donc voilà, histoire de poser un petit peu ce cadre-là. Une autre façon de le présenter, en accord avec ma première diapo qui mettait en avant justement cette dimension de la portée européenne et du coup de la contribution du Lyon-Turin au réseau transeuropéen de transport, avec cette représentation du RTET, réseau transeuropéen de transport, ici, sous la forme très schématisée comme un grand réseau de métro, où chaque grand corridor a sa couleur. Là, en l'occurrence, le Lyon-Turin est sur le corridor méditerranéen, ce corridor vert, et cette représentation qui est en fin de compte fondamentalement transnationale, vous voyez qu'on ne voit plus apparaître les frontières nationales, hein, on est vraiment sur un réseau intermétropolitain, marque ici, en fin de compte, une dimension justement de la contribution de ce maillon de modernisation et d'accélération au service d'un réseau transnational, intermétropolitain. Et on retrouve un petit peu cette phrase de François Mitterrand, cette idée que l'Europe s'accomplit, le projet européen s'accomplit également par les transports. Alors, ce contexte général, pour en revenir sur le projet et le chantier Lyon-Turin. Et j'insiste sur ces deux éléments, car le Lyon-Turin est aujourd'hui réellement un chantier. Alors déjà, une des particularités, c'est que lorsque l'on dit Lyon-Turin, en fait, on parle de multiples choses. Souvent, quand on dit Lyon-Turin, on pense essentiellement, je le disais tout à l'heure, au tunnel de base, c'est-à-dire à ce qui correspond à la section transfrontalière, à ce long tunnel de 57 km qui franchit la frontière entre Saint-Jean-de-Maurienne et du coup la région de Suse, avec un budget de 8,6 milliards d'euros. Mais en fait, ça c'est une réduction de la partition. Lorsque l'on parle de Lyon-Turin, en fait, on parle d'une composition de multiples segments, avec autour de cette section transfrontalière la partie des accès français, allant depuis la sortie de la ligne à grande vitesse qui contourne Lyon du côté de l'aéroport Saint-Exupéry jusqu'à Saint-Jean-de-Maurienne, et la partie des accès italiens, c'est-à-dire depuis l'arrivée de la LGV au nord de Turin, du côté de Settimo Torinese, jusqu'à l'entrée du tunnel de base, justement de la section transfrontalière. Alors, si on voulait complexifier, mais je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, vous voyez qu'on peut avoir en plus encore un autre séquençage avec la partie commune, la section internationale. Là, ce sont des jeux de segmentation, de spatialisation qui vont avoir leur importance en termes d'éligibilité aux fonds européens. Parce que lorsque l'on dit que le Lyon-Turin est un projet européen, cela signifie aussi que le projet du Lyon-Turin bénéficie d'un soutien financier venant de l'Union européenne. Et ce soutien financier se fait avant toute chose, évidemment, sur la section transfrontalière, mais par extension sur la partie commune franco-italienne, avec du coup des extensions possibles. Et cette dimension, justement, du séquençage spatial de ce projet en fin de compte complexe a une incidence très concrète d'un point de vue actoriel. Et notamment si on rentre par la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire par l'acteur qui conduit le chantier. Pour la section transfrontalière, il y a un maître d'ouvrage singularisé, singulier, qui est du coup une SAS, une actionnaire simplifiée, qui s'appelle TELT, Tunnel Euralpin Lyon-Turin. En revanche, pour ce qui est des accès, on reste dans un cadre profondément national. Donc, qui va être en compétence de la chose? Eh bien, le gestionnaire d'infrastructures ferroviaires nationales. Pour les accès français, SNCF Réseau, côté italien, son homologue, RFI. Des maîtres de la maîtrise d'ouvrage,
on peut en arriver sur la question de la médiation, notamment de quel acteur est en compétence pour pouvoir conduire notamment toutes les médiations, les démarches d'enquête d'utilité publique, et ainsi de suite. Et là, on va retrouver le poids de la frontière, parce que cette compétence, elle est fondamentalement liée à un cadre juridique. Sur la partie italienne, cela va relever d'un observatoire dépendant de la région, parce que c'est la région qui a la compétence. Côté France, ce n'est pas la région qui a la compétence, c'est l'État. Avec du coup le choix qui a été fait, côté français, de distinguer ce qui relève des accès de ce qui relève de la partie transfrontalière, c'est-à-dire du tunnel de base. Pour ce qui relève des accès, on est dans un cadre national ordinaire avec la Commission nationale du débat. En revanche, pour la partie transfrontalière, du fait de la spécificité, il a été fait le choix en France, dès 2003, de mettre en place, pour la 3e fois de l'histoire de l'aménagement en France, de mettre en place une démarche grand chantier. 3e fois, après le plan nucléaire et après le tunnel sous la Manche. Et on va revenir sur ça parce que c'est loin d'être anodin dans l'importance et la complexité identifiée pour la conduite de ce projet qui conduit justement l'État à choisir de mettre en place une telle démarche en chantier. Alors, qui dit grand chantier dit justement chantier. Et si on se centre justement sur la partie du tunnel de base, sur la section transfrontalière, oui, le chantier est bien engagé. Tout d'abord, avec ces principes des galeries de reconnaissance qui ont été les premiers chantiers engagés. Donc, ce qu'il faut se représenter, c'est que lorsqu'on parle d'un tunnel de 57 km, on parle en fait déjà minimum de 2 fois 57 km, puisque c'est un tube, un sens de circulation. C'est différent des tunnels du 19e siècle où c'était une galerie dans laquelle les trains se croisaient. Là, c'est un tube, un sens. Donc, c'est-à-dire que quand on dit 57, déjà, on est sur x2. Et puis ensuite, il y a des barreaux de contact avec toute une série d'installations de sécurité. Et puis, il y a à 57 km, il faut penser des voies d'accès pour pouvoir sortir du tunnel, en cours de route, si je puis m'exprimer ainsi. Et ça va être la fonction, la multifonctionnalité en fait, des galeries de reconnaissance. Ces galeries de reconnaissance, qu'on appelle aussi des descendries, ce sont des galeries qui servent, en amont des travaux déjà, à pouvoir vérifier que le terrain géologique dans lequel on va percer correspond bien à ce qu'on avait imaginé. Parce qu'il y a toujours une part d'incertitude non négligeable dans la conduite de ce genre de chantier. Donc du coup, ce sont des galeries que l'on va creuser depuis la surface où on va descendre pour atteindre le niveau de là où il y aura le tube du tunnel. Et ces galeries, elles sont percées, on peut y faire passer des camions, des cars. Parce que le jour où le tunnel est en service, ces galeries, elles doivent permettre d'atteindre le niveau du tunnel, y compris pour pouvoir sortir des personnes qui seraient dans un train, qui seraient immobilisées dans le tunnel. Donc, ça veut dire qu'ici, avec ces galeries de reconnaissance, c'est non seulement dans des travaux préliminaires, mais qui ont une importance fondamentale en vue, X années plus tard, de la conduite de l'exploitation du tunnel. Alors, dans le cadre du Lyon-Turin, vous voyez, les galeries de reconnaissance ont été achevées, certaines en 2009, d'autres en 2017, d'autres en 2019. Donc, toute cette partie des travaux préliminaires est réalisée. Et aujourd'hui, TELT, tunnel Euralpin Lyon-Turin, le maître d'ouvrage, engage, la nouvelle phase, c'est les travaux de percement du tunnel. Avec, une partie de galerie avec les premiers kilomètres qui ont déjà été percés, sur 10 km 5, des chantiers de percement qui sont en cours d'installation, justement là où on a réalisé les galeries, parce que ces galeries, ces descendries, ce sont ensuite des points d'attaque pour percer le tunnel. Troisième fonction. Parce que quand vous avez un tunnel de 2 fois 57 km à réaliser, on ne le fait pas en partant des deux bouts. On le fait en partant de X fronts de taille. Et on ne les fait pas forcément en même temps. C'est pour ça que vous pouvez avoir déjà des chantiers de percement en cours de démantèlement. Ça va dépendre aussi du type de roche, du séquençage, de la capacité à passer les marchés.
On retrouve du coup les 4 galeries de reconnaissance et on retrouve aussi les travaux où on peut percer depuis l'entrée identifiée, en l'occurrence depuis Saint-Julien-Mont-Denis, sur le côté Saint-Jean-de-Maurienne, où là, l'accès à l'entrée du tunnel a déjà été réalisé en termes de BTP, pardon, et où l'entrée du tunnel a déjà été réalisée. Donc, on a ces éléments-là. Et puis, il y a aussi à réaliser toutes les dimensions de ventilation, avec un puits de ventilation, en l'occurrence à Avrieux, là encore, qui est en chantier depuis la fin de 2022. Donc, un chantier en cours. Et ça, c'est une idée importante à retenir. Un chantier en cours qui s'inscrit du coup dans une trajectoire historique qui contribue peut-être à faire que le Lyon-Turin est un objet méconnu. Parce que si avec vos élèves, vous devez identifier la date de lancement du Lyon-Turin, eh ben, c'est pas simple. C'est pas simple parce qu'en fait, il n'y a pas forcément une seule date. L'idée du Lyon-Turin apparaît à travers des premières esquisses techniques dès 1987 dans les schémas directeurs de grande vitesse en France. On est dans un cadre, de nouveau, c'est important de contextualiser, Europe des 12, la France est le pays le plus avancé de la CE dans le cadre du développement de la grande vitesse. La France est le dénominateur territorial commun à l'Europe des 12. La France veut faire de son expertise et de son excellence technologique dans la grande vitesse un levier pour affirmer sa centralité justement dans cette zone. Et c'est pour ça que l'entrée, elle est très LGV à la base. Et dans la présentation, Vincent, tout à l'heure, vous avez dit TGV Lyon-Turin. C'est assez révélateur. Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas parler de TGV Lyon-Turin. C'est pas que du… Oui, il y a une dimension grande vitesse, mais le but, ce n'est pas de faire rouler forcément des trains. Dans ce genre de tunnel, on peut rouler jusqu'à 250 km/h, mais on fait rarement rouler au-delà de 200 km/h, notamment par exemple dans les cas en Suisse. On est en fait sur des trafics mixtes, on est plutôt sur une ligne modernisée pour aussi accueillir du fret qui, lui, peut rouler jusqu'à 100 km/h. Et ça va être un élément important sur lequel je vais revenir. Donc, oui, ce n'est pas étonnant que l'on parle de TGV. C'est que tout simplement, c'est la jeunesse qui colle à la peau. Cette jeunesse qui colle à la peau, du fait justement de ce contexte, de l'essor. Alors, on est dans la fin des années 80 sur la réalisation de la LGV Atlantique, on projette la réalisation Nord-Europe, c'est l'engouement de la grande vitesse en France. Et la France va justement investir pleinement à la suite de Maastricht, dans le traité de Maastricht, où il y a du coup des articles qui donnent la capacité justement à la communauté européenne qui naît de Maastricht de pouvoir financer des infrastructures de transport qui contribuent justement à la constitution en fait d'une interconnexion des réseaux nationaux. Ça va devenir une opportunité importante pour la France que de marquer justement, en partie grâce au Lyon-Turin, la plus-value d'une certaine façon qu'elle peut apporter à cet idéal très empreint de social-démocratie, de cette conception social-démocrate de l'Europe. Et c'est le cas justement avec, en fait, dès 1991, la France arrive à faire reconnaître d'intérêt communautaire ce projet, cette esquisse d'idée du Lyon-Turin lors du sommet de Viterbe. Maastricht passe en 92 et dès 1994, un nouveau sommet européen, le sommet d'Essen, va sélectionner 30 projets qui sont identifiés comme clés pour accomplir cette interconnexion des réseaux européens. Le Lyon-Turin en fait partie. Et ça va être un élément clé, parce que ça veut dire que justement, on va commencer à développer la rhétorique de « il faut qu'on fasse le Lyon-Turin au service de l'Europe », puisque ça sert à l'interconnexion. Et ça va aussi constituer un axe fort du discours d'accompagnement politique par une génération de politiques qui ont une approche aussi de l'aménagement comme une incarnation d'un certain nombre d'idées et d'idéaux, parfois avec justement une dimension parfois très moderniste. Chose qui est largement rebattue aujourd'hui. 94 donc, cet acte. Un des actes fondateurs, souvent, une des dates que l'on retrouve pour dire le début du Lyon-Turin, c'est la signature du traité franco-italien de 2001.
Ce traité signé pour la France par Jacques Chirac, en effet, est un coup d'envoi important qui avait été très événementialisé, puisque c'est ce qui va permettre la création du premier maître d'ouvrage, Lyon-Turin Ferroviaire, qui était un maître d'ouvrage provisoire dont la mission était de réaliser les travaux préliminaires de reconnaissance. Et dans le cas, à la suite de ce traité franco-italien, c'est là qu'il va y avoir les premiers travaux sur les descendries, mais aussi c'est dans cette foulée-là et dans le cadre du comité interministériel à l'aménagement du territoire de 2003 que va être mis en place cette démarche grand chantier, auquel je reviendrai juste un peu plus tard, qui va permettre dans la foulée de retrouver cet écho d'échelle européenne lorsqu'en 2004, on actualise d'une certaine façon la liste des projets d'Essen pour faire une liste de projets finançables par l'Union européenne dans le cadre de ce fameux RTET, Réseau transeuropéen de transport. Mais c'est aussi dans ce contexte qu'apparaît côté italien la première rupture avec les très violents affrontements dans le Val de Suse et l'émergence de la visibilité d'un mouvement d'opposition fondamentalement territorialisé et très ancré, le fameux mouvement NOTAV. Et on s'aperçoit que là, dans ma chronologie, vous voyez que ça marque une forme de rupture. Parce que c'est là que ça va ralentir un certain nombre de choses. Pendant ce temps-là, en France, le processus d'enquête d'utilité publique pour la partie transfrontalière, en gros pour la partie du tunnel de base, se poursuit avec la DUP en 2007, confirmée en 2010. Mais côté italien, beaucoup de retard. Et on voit déjà la dimension du coût international jusque dans les deux contextes. À cette époque, peu d'opposition côté France. L'opposition côté France, qui est plus une contestation d'ailleurs qu'une opposition, elle existe, mais elle est très ténue. En fait, ce qui va vraiment coordonner cette contestation, c'est à partir de 2012, et ce n'est pas tant par la question du tunnel de base que par les accès, c'est-à-dire c'est au moment où il y a le processus d'enquête d'utilité publique justement pour les accès au Lyon-Turin. Et là, ça va être un moment clé en France où on va voir se structurer justement une contestation. Dans le même temps, vous voyez que depuis 2004, dans ma chronologie, j'ai un certain flou. Un certain flou avec beaucoup de retard sur les textes législatifs parce que côté italien, il y a la volonté un petit peu de mettre le pied sur le ballon. Il y a la volonté de dire, OK, là, il y a vraiment un problème très sérieux côté Val de Suse, avec une crise politique très forte, et il y a la volonté, notamment par le Parti démocrate, notamment avec le retour de Romano Prodi à la présidence du Conseil, à un moment de calmer les choses. Et là, on va avoir un nouvel alignement, c'est en 2012, justement. En 2012, avec la volonté exprimée par, justement, on va retrouver cet idéal social-démocrate, d'un côté le PS en France, de l'autre côté le Parti démocrate en Italie, d'essayer de remettre, de faire l'aggiornamento, en fait, des textes internationaux pour pouvoir relancer une nouvelle dynamique qui conduit en 2015 à la signature d'un nouveau traité franco-italien qui donne naissance au maître d'ouvrage définitif, TELT, dont je parlais, en remplacement de LTF, qui, depuis 2001, était le maître d'ouvrage provisoire. Ce remplacement, initialement, était pensé en 2007. C'est-à-dire que le projet, là, a pris 6 ans de retard, et ce n'est pas neutre. Parce que quel est l'enjeu derrière la mise à jour, justement, de 2012 ? Eh bien, c'est le calendrier de l'éligibilité au financement européen, au budget européen, 2014. Et parce qu'en 2014, le soutien au niveau de l'Union européenne est confirmé, alors en 2015, il peut y avoir ce nouveau traité qui crée le nouveau maître d'ouvrage permanent. Et ce calendrier européen, il revient tous les 6 ans. Tous les 6 ans. Avec 2021, le nouveau budget de l'UE, avec nouvelle confirmation d'un soutien minimal à 40% pour la période 21-27. Et là, on commence à voir du coup les différentes temporalités. Des temporalités intranationales de gestion d'un conflit, comme on a vu sur le côté italien, des temporalités intranationales de conduite des procédures d'aménagement, notamment par exemple des enquêtes d'utilité publique, qui vont expliquer le calendrier de structuration de la contestation côté France. Et d'ailleurs, cette dimension nationale
qui se part aussi des calendriers électoraux, avec actuellement une reprise, une revivification de la contestation côté France, notamment sous l'impulsion de nouveaux députés des territoires alpins, plutôt issus de la NUPS. Et dans le même temps, un cadre plus global, ce calendrier européen des financements qui, tous les 6 ans, arrive comme un métronome et qui repose la question tous les 6 ans aux 2 États, en faites-vous une priorité? Êtes-vous capable de vous mettre d'accord pour la conduite de ce chantier? Et il y a une autre temporalité, c'est celle du quotidien des territoires. Quotidien des territoires, tant dans la phase de projet avec toutes les craintes et éventuellement les dimensions d'opposition, mais aussi dans le cadre des interactions entre le chantier et les territoires. Alors, cette histoire, du coup, traverse depuis les années 80 de multiples contextes, y compris dans la trajectoire de l'intensité des trafics. Ici, une petite courbe qui vous présente les trafics à 3 points de passage, trafic routier, en milliers de poids lourds, aux 3 points de passage entre la France et l'Italie, Vintimille, le Fréjus et au tunnel du Mont-Blanc. Qu'est-ce que l'on voit? On voit la croissance, notamment au point de passage de Vintimille. Ici, on voit la singularité, qui est très importante dans la trajectoire. Cette singularité qui correspond en fait à la fermeture du tunnel du Mont-Blanc suite à son incendie et au report des flux sur le Fréjus, qui contribue à faire exploser le nombre de camions au Fréjus dans le contexte même où, en plus, l'autoroute de Maurienne est achevée jusqu'à Modane. Et dans ce contexte, vient se parer, en plus de la dimension de on est engagé vis-à-vis de l'Europe, on construit pour l'Europe, cet aspect de il faut faire quelque chose face au trafic routier, avec toute la problématique du report modal et toute la problématique de la sécurité. Avec ce discours de on est à saturation, et y compris au niveau de la voie ferrée. Sauf que, eh bien, on voit que progressivement, la courbe des trafics au passage alpin a eu tendance à baisser avec un effet assez marqué, notamment de la crise de 2008, et que la croissance des flux France-Italie n'est pas forcément au passage alpin. Ça se fait beaucoup plus au niveau de Vintimille. Et donc, j'allais dire, cet impératif par rapport au trafic, qui parfois reste dans le discours de justification, peut être facilement retourné par les opposants en disant mais la voie ferrée n'est pas à saturation historique, et l'impératif du nombre de flux, en fin de compte, ce n'est pas les flux, c'est quelle est la politique d'incitation au report modal. En somme, un tunnel, pourquoi? Quelle politique d'accompagnement? Si on regarde justement cette trajectoire par rapport à la répartition modale, on s'aperçoit que sur les flux France-Italie, la part modale du rail ne progresse pas. On peut du coup aussi renverser la chose par rapport au discours de contestation. Peut-être que la question qu'on peut se poser aussi, c'est pourquoi on n'arrive pas à faire progresser la part du rail. Oui, il y a une question d'encadrement politique. Et peut-être aussi que l'offre de services ferroviaires, c'est-à-dire l'infrastructure, ne convient plus aux clients, qui sont les compagnies ferroviaires, qui, dans un cadre d'un marché ouvert, puisqu'en Europe, le fret ferroviaire est un marché 100% libéralisé, pour aller d'Anvers à Milan, même si je suis la SNCF, je n'ai aucune obligation à passer par le Fréjus. D'ailleurs, la SNCF a pris des parts dans des entreprises suisses pour pouvoir mieux s'implanter sur les axes suisses, qui proposent, avec les nouveaux tunnels de base, une offre de services beaucoup plus fiable. Du coup, vous voyez que cette question du contexte par rapport au flux, elle peut se tourner dans différents sens. Et en fin de compte, c'est quelle est l'attractivité de l'axe, et que la question de l'infrastructure doit être posée beaucoup plus largement dans la question de l'attractivité de l'axe. Alors évidemment, avec mes 3 courbes, vous voyez 3 profils différents et la singularité de la Suisse. Singularité de la Suisse avec la part modale du rail qui est prépondérante et qui s'explique par une politique volontariste, évidemment de report modal. Mais n'oublions pas une chose,
c'est qu'il y a une autre spécificité, c'est que les passages alpins en Suisse sont internes à la Suisse. C'est-à-dire que la politique suisse peut avoir d'autant plus d'effet qu'elle a un effet sur les deux côtés du versant. Contexte évolutif. Alors, une fois qu'on pose tout ça, c'est intéressant de regarder un petit peu dans la littérature du coup scientifique. Si vous tapez Lyon-Turin sur Cairn ou autre, vous allez voir que, en fin de compte, ce n'est pas le côté gouvernance et conduite d'un grand projet qui est le plus investi. C'est vraiment plus, on va dire, le côté par la contestation d'un grand projet ou par les innovations sociales au sein d'une contestation locale. C'est-à-dire plus par les entrées territorialisées associées à l'objet que l'objet en lui-même en tant que projet et chantier. Et ça, eh bien, ça s'explique parce que, justement, il y a autour du Lyon-Turin, sur les 20 dernières années, une prégnance, justement, d'opposition et de contestation particulièrement médiatisée. Un projet contesté avec, là encore, à travers la contestation et les formes d'opposition, la possibilité de souligner le contraste frontalier de part et d'autre de la frontière. Historiquement, vous avez le collectif et le mouvement Notave en Italie, dans le Val de Suse, Notave pour No Treno Alta Velocità, donc en gros, non, on pourrait dire, traduction littérale, au train à grande vitesse. En fait, c'est plutôt non à la ligne à grande vitesse. Parce qu'en italien, lorsqu'on dit la TAV, c'est la ligne. Voilà. Nous, en français, on va faire la distinction le TGV, la LGV. En italien, pour dire la LGV, on va dire la TAV. Avec du coup ici un logo qui va faire date et que l'on retrouve d'ailleurs sur le logo de la contestation en France, sans forcément que vous ayez le terme Notave. La marque Notave est parfois utilisée en France, mais en France, on va plutôt avoir ce logo qui apparaît. Vous avez Lyon-Turin, non, avec le O qui se transforme en un euro retourné qui schématise aussi une entrée de tunnel. Et surtout, avec les slogans qui interviennent avec. Côté Notave, on va plutôt avoir un slogan « Ne qui ni altrove », c'est-à-dire ni ici ni ailleurs. Sur le côté, du coup, plutôt français, et qu'on va avoir à la fois du nom, nos grands projets inutiles et imposés. En fait, les GP2I, c'est un réseau de contestation de grands projets. Par exemple, il y avait Notre-Dame-des-Landes aussi qui était dans le GP2I. Mais vous voyez qu'il y a un oui aussi. Et ça marque justement une grande différence entre les deux côtés. Oui à l'utilisation des lignes existantes. C'est-à-dire que là, on va voir qu'on a deux profils, deux trajectoires d'opposition et de contestation aux projets différents. Côté Val de Suse, très clairement, on est sur une opposition laboratoire qui a su s'exporter ailleurs en Italie, mais ailleurs dans le monde aussi, avec une force qui est que c'est une opposition structurée autour d'un collectif qui a un ancrage territorial fondamental et qui réinvente un territoire, qui réinvente un local à travers la dynamique sociale engendrée par l'opposition. Cette forme territoriale, ça va être la vallée, qui correspond en fait à ce que l'on appelle d'ordinaire la basse vallée de Suse. Pour situer, si vous voulez, ici, vous auriez Turin qui est en bordure d'image, et ensuite le Bardonnèche, c'est-à-dire le bout de la ligne côté Italie, serait par ici. J'ai pris cette image parce qu'elle est très elle est très évocatrice. Collectif Notave va justement contribuer à réinventer un local où on va retrouver la forme en opposition à la ligne. Avec cette phrase très souvent utilisée, non siamo un corridoio, siamo un passaggio. Nous ne sommes pas un corridor, nous sommes une terre de passage, avec une épaisseur, avec un rejet du coup de cette dimension programmatique du corridor. Et vous voyez que cette forme qui apparaît est ponctuée d'un certain nombre de toponymes. Toponymes qui sont les communes, qui correspondent en fait à l'échelle de base de la vie démocratique. Avec du coup une opposition qui est faite entre l'imposition de projets considérés comme illégitimes face à laquelle on oppose la légitimité du quotidien, du local et de la capacité
à décider pour soi de soi. Et avec du coup une mystique qui apparaît, qui est cette mystique résistante. Cette vallée, ce n'est pas n'importe quelle vallée, la vallée qui résiste dans la difficulté. À Saradura, où vous avez du coup la revalorisation aussi du franco-provençal, c'est-à-dire du coup aussi l'importance d'une géopolitique de la langue, dans un contexte de territoire périphérique qui cherche en fait à se réapproprier sa périphéricité, voire sa marginalité. Cette mythologie résistante va profondément imprégner le territoire jusqu'à être créatrice de lieux. Ici, j'ai choisi de vous présenter, on est sur une route de montagne, dans un petit virage. On pourrait se demander ce que c'est. Vous voyez qu'ici, on n'est pas sur quelque chose par défaut. Vous voyez que c'est très entretenu. Alors qu'on a des lierres, des fougères, vous voyez que là, sur le muret, on a l'équivalent d'une stèle, d'une plaque, qui est entretenue et qui vient commémorer un événement, 31 octobre 2005. Notable, aujourd'hui et pour toujours, résistance. Avec du coup une commémoration, 31 octobre 2015, 10 ans plus tard, la lutte continue. Ici, on est sur un des hauts lieux, justement, des affrontements de 2005. Et va se développer autour de ce lieu, de ce site plutôt, justement, une topogenèse, c'est-à-dire la production d'un lieu par la dimension mémorielle de l'opposition, de cette lutte, si je reprends les termes du coup du collectif, qui vient du coup recomposer aussi certains marqueurs sociaux aussi du territoire. Et que l'on va retrouver également ce collectif qui va être capable de produire des lieux au sens de l'interaction sociale en mettant en place un certain nombre de quartiers généraux, les presidi comme ça, qui marquent à la fois la réappropriation d'un certain nombre de sites qui pouvaient à la base être prévus d'ailleurs pour accueillir un chantier, c'est le cas à Venhaus, ici, et qui vont devenir, dans le cadre d'un territoire qui se sent délaissé, un espace où on va reproposer des trajectoires, des opportunités de mobilité sociale au gré de l'investissement dans l'opposition. Là où les cinémas, les salles de théâtre ferment dans ce territoire périphérique toujours plus marginalisé, au sein des présides, ils vont être proposés des projections de films, des pièces de théâtre. C'est-à-dire qu'on va recréer, en fin de compte, une vie culturelle, un espace de débat, là où, sur, en gros, la fin des années 90, début des années 2000, les élus locaux ont toujours manifesté leur volonté de pouvoir être associés au débat sur la conduite du projet côté Italie sans l'avoir été réellement. Et bien, du coup, le collectif propose un espace de débat au cœur de ces territoires. Ici, on est sur une forme de territorialité de la réappropriation à travers l'affirmation d'un modèle alternatif de construction territoriale, mais aussi d'animation sociale. Et ça, c'est important pour saisir, du coup, la profondeur de l'ancrage territorial de ce collectif. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement une opposition au Lyon-Turin, le Lyon-Turin devient le déclencheur d'une prise de conscience et de la volonté de proposer un autre modèle, en fin de compte, d'appropriation. Et d'ailleurs, dans le discours qu'il va pouvoir y avoir, on va vous dire, on nous dit qu'on n'a pas le sens de l'intérêt général, mais nous avons accueilli 2 centrales hydroélectriques, des travaux sur les nationales, une autoroute, et maintenant, du coup, une nouvelle ligne. Et tout ça pour combien d'emplois? Je suis obligé d'aller travailler à Turin. Vous voyez qu'on en revient à des choses à hauteur d'hommes, à hauteur de personnes. Alors, je fais ce détour justement par la singularité de ce collectif notaire pour mieux souligner la différence par rapport à la trajectoire de la contestation. Cette contestation en France, elle apparaît dès 1991 à travers une association au moment où justement on commence à parler de ce possible projet d'une ligne qui traverserait ce qu'on appelle les terres froides et l'avant-pays savoyard, où en même temps il y a un projet d'autoroute pour relier justement tout le secteur de Bourgoin vers Ambérieux. OK. Donc là, on est sur un réflexe il y a une annonce,
il y a une structuration pour pouvoir avoir accès à un certain nombre d'informations. Dès 2006, dans le cadre de la réalisation des descendries, on va avoir des mouvements de contestation, notamment sur le traitement des déchets, parce qu'on creuse, on sort des choses, où est-ce qu'on le stocke? Il y a des balais de camions. On est sur des formes tout à fait classiques. En 2010, autour justement, il y a ce projet d'un tunnel sous Chartreuse, d'un viaduc, puis d'un tunnel sous un autre massif pour pouvoir accéder à l'entrée du tunnel de base. Conséquence sur le bruit. OK. Là, on est sur des trajectoires, vous voyez, de montage d'associations tout à fait classiques. On n'est pas dans une ambition à la base de promouvoir un mode alternatif, un territoire de l'alternative. Ce n'est pas le cas. Très différent du coup du Val de Suse. Et, comme je le disais précédemment, vous voyez, de cette multitude d'associations d'abord inquiètes, éventuellement de contestation, va naître une forme de coordination, et le terme est important, de coordination, autour de la coordination des opposants au Lyon-Turin en 2012, autour aussi d'une figure, d'une personne, en l'occurrence Daniel Ibanez, qui, dans le cadre justement du processus d'enquête d'utilité publique, va investir en fait une toute autre stratégie que les notables. La stratégie côté France, ça va être d'affirmer une stratégie de contestation fondée sur la parole d'experts. Côté notable, le but, ça va être d'opposer, du coup, à la parole d'expertise, la parole de la gente, c'est-à-dire du peuple, du quotidien. La stratégie de l'opposition, de la contestation plutôt côté France, ça va être de mobiliser les rapports de la Cour des comptes ou les réserves de certains grands corps de l'État pour opposer parole d'expertise d'État à conduite du projet par d'autres antennes de l'État. Stratégie complètement autre. On n'est pas dans la négation de la légitimité A. On est dans la dénonciation d'une inutilité perçue au regard d'un référentiel pour les opposants qui vise à dire, en gros, la ligne historique n'est pas saturée. Avant de faire une nouvelle ligne de base, déjà faisons une politique de report modal. Mettons l'argent sur la mobilité du quotidien pour doubler un certain nombre de lignes du quotidien, et le reste, on verra. En gros, c'est l'action politique et l'action dans l'engagement de ces 8 milliards ne doit pas se fonder à 20 ou 30 ans, elle doit se fonder sur les 5 ans. C'est une autre vision. Mais on n'est pas dans la délégitimation de l'action. Et en cela, ce n'est pas la valorisation ou la revendication d'un caractère alternatif, c'est plus un positionnement en termes de lanceur d'alerte autour du thème de l'utilité. Ce n'est pas le terme de la légitimité qui est en question. C'est la question de l'utilité. Et s'il y a eu des essais, bien entendu, de convergence, jusqu'à des convergences symboliques, à travers une marche notable en 2015, pour relier le point historique de la première association de contestation du côté de Chimilin jusqu'à Benau, c'est-à-dire là où vous avez le présidio le plus emblématique. Même Daniel Ibanez, dans ses ouvrages, reconnaît que oui, il y a recherche de convergence, mais chacun garde son identité. Parce qu'en fin de compte, la finalité et l'identité de contestation n'est pas la même. Contestation, mais ça ne doit pas masquer le fait que le Lyon-Turin est un chantier et que le Lyon-Turin est en train d'être réalisé. Et en cela, par rapport justement à l'articulation avec les programmes et par rapport à l'enjeu, j'allais dire, d'une approche de l'aménagement, notamment avec la dimension partenariale et contractuelle de l'aménagement qui est amenée notamment dès la 3e et plus encore au lycée, eh bien là, il y a un cas qui est particulièrement intéressant, c'est la façon dont on conçoit la relation chantier-territoire en France, avec un exemple original de démarche partenariale, dont j'ai mentionné le nom tout à l'heure, qui est la fameuse démarche Grand Chantier. Alors là, on est dans un cadre franco-français et dans un cadre de référentiel légal d'aménagement français. Cette démarche Grand Chantier Lyon. La décision de création de la démarche Grand Chantier Lyon-Turin, elle remonte du coup au comité interministériel d'aménagement du territoire de 2003. L'idée, c'est quoi? C'est de mettre en place une structure de coordination de la démarche partenariale. Partenariat entre qui? Entre les différentes entités publiques impliquées dans la conduite
de ce projet d'aménagement. L'État, bien sûr, mais également la région et également les départements, voire progressivement aussi la structuration des intercommunalités à travers les schémas de cohérence territoriaux. Je dis voir parce que là, on est en 2003, tout ça, c'est très récent. Hein, la loi SRU est encore très récente. On est vraiment sur les balbutiements. Qui d'autre que l'État est en mesure d'assurer cette coordination? Mais l'État, pas l'État central, l'État déconcentré, c'est-à-dire le volet préfecture, qui est au contact des territoires. C'est ça l'idée à la base de la démarche Grand Chantier. C'est de mettre en place une mission Grand Chantier hébergée par la préfecture, en l'occurrence la préfecture de Savoie, qui va mettre donc sous l'autorité du préfet, qui va être une instance pour coordonner le partenariat entre les différents acteurs publics impliqués et le maître d'ouvrage. À la création en 2003, le maître d'ouvrage, c'est LTF. Et le but, à la base, c'est de faire un comité régional de pilotage et de décliner ensuite en comités départementaux. Lorsqu'on fait les premières esquisses du projet Lyon-Turin, le projet Lyon-Turin, si on prend de Lyon à Turin en France, ça va concerner 2 départements, l'Isère et la Savoie. Et comme au niveau de la Savoie, il y a un truc très particulier, c'est le tunnel de base qui va concerner la Maurienne, dans l'architecture à la base était prévu un comité sectoriel Maurienne. Dans les faits, le seul comité qui va vraiment marcher et qui va vraiment prendre, c'est le comité sectoriel Maurienne, qui va du coup progressivement être le cœur justement de l'action de cette démarche Grand Chantier. Alors, cette démarche Grand Chantier, eh bien, elle va être à l'image des pulsations du projet. C'est-à-dire que du coup, ce qui va vraiment redonner l'élan, eh bien, ça va être notamment dans le cadre du calendrier des contrats à l'époque de projet État-région, qui sont redevenus les contrats plan État-région, mais sur la séquence 2007-2013, avec en 2008 la signature de la convention d'application du CPER qui met vraiment une effectivité à la mise en place de cette démarche. Qui va se structurer du coup dans un nouvel élan à partir de 2012 et à partir de justement de l'aggiornamento de texte dont on parle. Et le but, c'est quoi? C'est de dire que, en fin de compte, on va recentrer progressivement sur la partie maurienne, c'est-à-dire sur la partie du tunnel de base. Et ici, je vous ai pris justement un extrait d'une lettre d'information. La volonté, c'est que le chantier soit une opportunité pour le territoire. Et dans le même temps, que le territoire soit en mesure de tirer parti, mais aussi de répondre aux besoins du chantier. C'est toute la question de encore faut-il que chantier et territoire construisent un mode d'échange constant et construit. Pour cela, vous voyez qu'on va avoir une restructuration avec un comité de pilotage. On va retrouver l'État, la région, le département, TELT, la mise en place d'un observatoire du grand chantier pour pouvoir suivre la chose, centré du coup sur le département. Et progressivement, de ce partenariat, on va avoir la dimension contractuelle, avec un acteur local, le syndicat des Pays de Maurienne, qui est l'ensemble composé en fait des 5 intercommunalités de Maurienne qui sont regroupées dans un SCOT commun. Et justement, à l'occasion de la réalisation de ce schéma de cohérence territoriale, va être signé entre justement cette démarche Grand Chantier et le SPM, impliquant la région, l'État, le département, un contrat de territoire, le contrat de territoire Maurienne, qui permet de cibler les modalités d'accompagnement et de soutien au territoire apportées par ces différents acteurs publics dans le cadre de l'installation du chantier du Lyon-Turin. Et vous voyez du coup progressivement apparaître un élément important avec un comité des financeurs. Comité des financeurs pour l'engagement de l'argent prévu, budgété dans le cadre du fonds d'accompagnement et de soutien territorial, le fonds FAST. Et vous voyez que dans le comité des financeurs, vous avez non seulement les acteurs du coup publics coordonnés en partenariat autour de la démarche Grand Chantier, le maître d'ouvrage, TELT, et le porteur du SCOT, le syndicat des Pays de Maurienne. Et le but de tout cela, eh bien, c'est à travers cette contractualisation de pouvoir aussi, pour les services déconcentrés de l'État,
de pouvoir justement coordonner l'action des différents services déconcentrés de l'État ou des différentes agences de l'État, que ce soit l'Agence nationale de l'habitat, que ce soit l'OPAC au niveau départemental, que ce soit du coup à l'époque le CGET ou Pôle emploi. Et vous voyez que déjà à travers les 4 logos que j'ai mis là, vous voyez qu'il y a 2 problématiques territoriales fondamentales qui apparaissent. Le logement et l'emploi. Le logement et l'emploi, pourquoi? Parce que dans le fond, un choix fondamental qui a été fait dans le cadre du chantier Lyon-Turin, ça a été de dire que on va loger les ouvriers dans le parc de logement du territoire et non pas construire des bases-vie. Les bases-vie, à quoi ça ressemble? C'est des petits villages en Algeco comme ça qui sont montés pour accueillir les ouvriers qui viennent en fait travailler pendant 2 semaines avant de repartir parce que là, on a en fin de compte, notamment pour les gens qui percent le tunnel, des ouvriers profondément internationaux. Beaucoup de personnes qui viennent de Pologne, d'Allemagne, de Hongrie, d'Autriche. Ce sont des métiers très spécifiques, des gens qui ont travaillé dans les tunnels en Suisse, ainsi de suite. Et donc, ce sont des personnes qui viennent, mais qui ne cherchent pas à s'installer à vie, là où il y a le chantier. Ils viennent travailler pendant X années, ils travaillent 2 semaines, ils repartent 1 semaine dans leur foyer, ils reviennent, et ainsi de suite. En Suisse, le choix avait été fait de faire des bases-vie, c'est-à-dire ces petits villages clos. Le choix qui a été fait en Maurienne, c'est de les loger dans le parc existant. Pourquoi? Eh bien, on va passer sur cette petite carte. Et je vais tout de suite sur ma légende. Et je vais vous attirer votre attention sur ça, sur le taux de logement vacant. La particularité de la Maurienne, donc de la vallée qui accueille le chantier du tunnel de base en France, c'est que c'est une vallée qui, historiquement, a été très marquée par la présence des grandes administrations de l'État. L'armée, la police, la douane, mais aussi la SNCF, qui a été aussi très marquée par un fait industriel de montagne, en lien avec l'hydroélectricité. Autant de choses qui, dans un contexte de transformation industrielle des années 90 et dans un contexte d'ouverture des frontières des années 90, a conduit à une profonde mutation de ce territoire. Avec un parc de logements qui avait été construit pour accueillir justement militaires, policiers, douaniers, agents de SNCF. Vous abaissez les fonctions de frontières, il n'y a plus besoin du même personnel, mais les logements, eux, ils restent. Ils sont reversés à l'OPAC, très bien, mais ce sont des logements vacants. Regardez les taux de vacances de ces logements. On est, en gros, facilement autour du 12% de vacances, voire dans certains ensembles à Saint-Michel-de-Maurienne, on affleure les 20%. L'idée, quand on dit de faire du chantier une opportunité pour le territoire, c'est de dire, eh bien, puisqu'il va falloir loger des ouvriers, on va en faire un levier pour dégager des moyens pour rénover le parc de logement et accompagner le territoire dans le cadre de son schéma de cohérence territoriale pour, dans le cadre de cette rénovation, intégrer une dimension de projet qui est de transformer ce territoire en territoire à énergie positive, c'est-à-dire du coup d'intégrer toute une série de nouvelles normes environnementales et énergétiques. Autre élément à travers le logement, c'est aussi de retravailler du coup sur la dimension de centralité des bourgs de vallée et notamment de Saint-Jean-de-Maurienne. Parce que pendant une dizaine d'années, vous allez avoir un afflux de population, du moins vous allez, à travers le chantier, vous allez essayer de les attirer, de les loger dans le parc existant, de mettre à niveau ces logements, mais aussi en vue de générer une activité, de redynamiser du commerce de proximité, de redynamiser du coup des centralités dans ce territoire qui perd en centralité, avec du coup une dissociation assez forte de crise des bas et dans le même temps d'essai d'attractivité des hauts à travers le développement touristique des stations qu'il peut y avoir. Et vous voyez, du coup, quand je dis concentration de ces actions, quand on prend ces territoires, là en orange, vous avez les communes qui ont bénéficié d'investissements du fonds justement d'accompagnement et de soutien territorial en lien avec le champ. Vous voyez aussi qu'on a un certain nombre de communes, que ce soit dans l'ensemble, dans l'unité urbaine de Saint-Jean-de-Maurienne ou de Saint-Michel ou de Modane, l'investissement à travers des plans d'amélioration de l'habitat, mais aussi à travers le programme justement
de renforcement des centralités des petites villes, qu'on appelle les actions cœur de ville. Et du coup, cet agencement des dispositifs pour pouvoir concentrer, en fin de compte, les moyens publics, pour donner les moyens au territoire aussi de saisir l'opportunité qu'est le chantier. Mais saisir l'opportunité qu'est le chantier, c'est aussi avoir une politique de formation professionnelle sur le territoire qui permette de répondre à des besoins. Non pas pour le creusement au fond, mais tous les lots extérieurs. Que ce soit à travers le retraitement, par exemple, justement, des déblais qui ressortent, la fabrication du béton, et tous les lots de BTP et de services à côté. Et là, avec qui travailler? Bien sûr, avec les entreprises, mais aussi avec l'éducation nationale. Parce que quand on est sur un chantier qui va se dérouler pendant plus de 10 ans, mettre en situation le territoire de pouvoir saisir l'opportunité, c'est aussi accompagner les lycées, enfin le lycée local en l'occurrence, sur du montage, par exemple, de BTS, avec des filières qui répondent à des débouchés générés par. On est dans un système productif qui inclut pleinement tous les acteurs de l'État. Et y compris Pôle emploi, mon emploi, Lyon-Turin. Et voyez, du coup, comment les dispositifs sont déclinés. Mon logement Lyon-Turin, appui Lyon-Turin entreprise, mon emploi Lyon-Turin. Et tout ça se fait dans un cadre nécessairement partenarial. Vous voyez, la démarche dans le chantier, l'État, la région, le département, le syndicat des pays de Maurienne, le maître d'ouvrage. Et avec l'État, eh bien, y compris, comme je le disais, cette territorialisation locale pour générer des opportunités, mais surtout accompagner le territoire dans sa transformation, c'est-à-dire faire en sorte que la période du chantier soit aussi une phase de transition qui permette au territoire de modifier, j'allais dire, un certain nombre de fondements pour pouvoir se projeter aussi sur l'après-chantier. Et en cela, le but du FAST, c'est pas, je vais être un peu caricatural, mais c'est pas de financer la piscine pour le mandat de l'élu. C'est de donner les moyens pour intervenir sur les conditions de production de la croissance. Ce n'est pas de la compensation, c'est bien de l'investissement à long terme pour accompagner dans une transition des territoires. Et la mission, justement de la mission Grand Chantier, elle est là. Faire en sorte que le chantier s'intègre dans le territoire, que le territoire puisse s'approprier les opportunités du chantier et faire que cette phase fondamentale, mais qui est une phase de transition à l'échelle de la trajectoire d'un territoire en mutation, puisse constituer justement les fondements d'une réinvention en vue de reconstruire les bases pour générer des opportunités de croissance. Et ça passe par des choses très concrètes, comme je le disais, notamment la dimension logement. En somme, vous voyez que derrière mon jeu de drapeau, derrière cet horizon européen, c'est aussi un des enjeux forts dans la mobilisation du Lyon-Turin dans l'enseignement, de montrer que l'Europe se fait aussi et est présente au cœur du territoire, à l'échelle micro-locale, jusque dans le chantier, parce que, d'une certaine façon, ne serait-ce que par le corpus des ouvriers, le Lyon-Turin révèle l'Europe, un marché ouvert, une libre circulation et, on peut le souhaiter derrière, une rencontre aussi entre Européens. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation extrêmement dense là, et extrêmement précise sur cet objet du coup du Lyon-Turin. Alors, quelques petites questions. Déjà, une question, on va dire, plutôt de synthèse. Vous en avez parlé évidemment pendant votre présentation, mais est-ce que vous pouvez rappeler de manière condensée ce qu'est un aménagement et sous question, préciser les spécificités justement de l'aménagement des espaces de montagne? Alors, vaste question. Qu'est-ce qu'un aménagement? Alors, en fait, on peut le prendre sur plusieurs aspects. L'aménagement, ça ne se réduit pas à la réalisation d'un équipement. L'aménagement, on est sur un processus. C'est-à-dire que dans l'aménagement, il y a toute la question de la conduite, le processus d'invention, justement à travers les déclarations d'utilité publique, d'encadrement légal, qui permet justement de définir la finalité et de matérialiser cette finalité à travers un équipement. Donc, par aménagement, on est vraiment sur un processus complexe qui intègre pleinement la conflictualité.
aujourd'hui, la conflictualité est partie prenante d'un aménagement. D'où l'importance de la médiation, que ce soit en amont, justement, dans le processus d'enquête d'utilité publique, mais aussi dans la conduite tout au long de la réalisation, de la matérialisation de cet aménagement, c'est-à-dire dans la phase chantier. Donc, l'aménagement, on est très clairement sur un processus d'aménagement. Alors après, les spécificités sur le côté montagne. Elles peuvent être de nouveau multiples. Là, dans le cadre d'un tunnel comme ça, la spécificité, elle est sur une part d'incertitude beaucoup plus importante que sur d'autres chantiers. On va avoir évidemment les questions comme on creuse et c'est d'accès en profondeur avec justement toute la dimension géologique, hydrogéologique. On va avoir toutes ces que je vais regrouper sur l'aspect incertitude. Alors bien sûr, on peut aussi avoir la dimension, j'allais dire, de la difficulté climatique parfois avec la dimension saisonnière qui peut contraindre, notamment si vous êtes en extérieur. Mais la dimension, j'allais dire, spécifique côté montagne, elle tient justement à la saisonnalité de l'activité. Par-delà même la dimension, j'allais dire, de l'ambiance climatique et météorologique. Vous n'allez pas faire les grands aménagements, par exemple, en station, en plein hiver. Pourquoi? Parce que c'est le cœur de l'activité, c'est le cœur de la saison. Donc, même si on a un hiver qui peut parfois être un hiver clément, vous allez éviter d'engager les travaux à ce moment-là. Les travaux, vous allez les concentrer sur la période d'été. Donc, cette saisonnalité, une autre particularité par rapport à la dimension montagne, parmi d'autres, c'est aussi le fait de la saisonnalité de l'activité qui amène à, justement, répartir dans l'année différentes opportunités de concrétisation des aménagements. D'accord, merci beaucoup pour cette réponse. Alors, autre question, les montagnes, elles ont longtemps été perçues comme des marges, des espaces inhospitaliers. Déjà, première question, pourquoi? Et ensuite, est-ce que vous pouvez me dire de quand date justement le renversement de cette perception et comment on peut l'expliquer? Alors, cette dimension, on va dire, de caractère inhospitalier, on va le retrouver en effet dans beaucoup de représentations, soit à l'époque médiévale, vous avez des représentations notamment aussi à l'époque moderne avec le petit âge glaciaire, vous avez ces glaciers qui sont représentés avec des têtes de dragon, parfois une gravure qu'on peut utiliser notamment dans le programme de spécialité, justement sur l'entreprise environnementale, vous voyez. Simplement parce que du coup, la montagne est un environnement qui n'a pas toujours été pratiqué. Traversé, oui, ça c'est fondamental, mais pratiqué dans son entièreté, pas nécessairement. Donc il y a une forme aussi de méconnaissance d'un certain nombre de sociétés urbaines vis-à-vis justement de cet environnement qui fonctionne avec des temporalités. Il y a aussi toute une dimension, j'allais dire, très marquée, que ce soit dans les mythologies, que ce soit aussi dans les représentations religieuses, justement, du fait de cet inconnu que peut représenter la montagne, du fait de l'éloignement, où on va en faire l'environnement de toute une série d'esprits, l'importance de la présence du diable, évidemment, hein, que vous allez retrouver, que ce soit à Bessan, en Maurienne, mais c'est une figure que l'on va retrouver de partout. Et face à cette crainte, justement, va se développer aussi tout un encadrement religieux, notamment le long des routes d'accès, avec l'importance des hospices, l'importance des hôtels, tout le long pour border d'une certaine façon et domestiquer par la projection le long d'un linéaire cet environnement qui est perçu en effet dans une forme d'hostilité. Le renversement, il se fait très clairement, alors très clairement, ce n'est pas forcément le bon terme, mais le renversement se fait en lien notamment avec le développement de l'alpinisme, c'est-à-dire où du coup, d'un espace, on va dire, de crainte, ça devient un espace justement de conquête ultime. Et plus encore, avec le tournant que va représenter en fait l'après-Seconde Guerre mondiale. Où là, on va avoir un tournant démographique. Il ne faut pas perdre de vue que justement le poids de la saisonnalité conduit à avoir des trajectoires démographiques très singulières, hein, où la montagne est une terre d'émigration saisonnière l'hiver et de retour l'été, notamment pour les populations masculines.
progressivement, avec le développement notamment de l'hydroélectricité, le développement, en partie grâce à l'argent aussi de l'hydroélectricité, d'un certain nombre de stations, on va commencer à avoir la génération d'emplois divers avec le retournement saisonnier sur place. Et ça va être un tournant très important qui accompagne ce changement de vision d'une terre de désolation à une terre aussi récréative, de soleil, d'opportunités. Ça s'accompagne également d'un dynamisme et d'une culture d'investissement qui va varier d'une vallée à l'autre. Et là, ce n'est pas possible de faire une généralisation. La trajectoire de la vallée de l'Arve n'a rien à voir avec la trajectoire de la vallée de la Durance. Et l'Arve en Haute-Savoie, la vallée de la Durance dans les Hautes-Alpes. La trajectoire de la Maurienne est là encore différente. Et c'est là que l'on va avoir du coup aussi l'importance justement des capacités locales d'investissement. Donc, le renversement, si vous voulez, on va l'avoir beaucoup en termes de représentation dans les années, notamment dans les années 60. Au moment justement où l'hiver devient le temps attractif. Bien, merci beaucoup. Je vais prendre la main pour une petite question. Dans tes travaux, la notion d'accélération apparaît de manière assez récurrente. Et d'ailleurs, tu nous en as beaucoup parlé tout à l'heure. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur cette question et peut-être, avant de commencer, quelle différence faire entre accélération et vitesse? Ok. Alors, en effet, cette question de l'accélération, elle est intéressante. Alors déjà, la différence avec vitesse. Vitesse, on va être sur, déjà stricto sensu, sur un rapport, une distance parcourue en un temps donné. Okay, on va être avec une logique un petit peu brute. C'est-à-dire, du coup, on va évaluer en effet une performance. Avec l'accélération, on peut avoir une vision, j'allais dire 1.0 de l'accélération qui colle d'une certaine façon à un toujours plus vite. C'est un modèle d'ailleurs, c'est toujours plus vite. Mais l'accélération, ça peut être aussi une approche du plus vite qu'avant. Mais fondamentalement, réduire l'accélération à la vitesse, c'est, à mon avis, rater un élément important de notre contemporanéité. Il est assez coutume de dire, en effet, que le monde s'accélère. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut surtout dire qu'on a un accroissement des possibles. Et derrière la notion d'accélération, en fait, et c'est là que ça se différencie fondamentalement, à mon sens, de l'aspect de la vitesse, c'est que l'accélération renvoie à un espace de possible. Et surtout d'un espace de possible perçu. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque l'on prend, et, si vous voulez, on peut éventuellement prendre une petite affiche, je vais aller chercher ça. Lorsqu'on prend, par exemple, je vais prendre celle-là, excusez-moi, tac. Voilà. Je vais prendre cette affiche. Une affiche 2011 de mémoire pour les relations TGV, de TGV, donc la marque de la SNCF. Ici, on veut donner à voir une forme d'accélération. Mais on ne va pas le représenter par un mouvement, j'allais dire, un peu grisé, un petit peu zébré, qui donne à voir le frémissement lié à une vitesse. Ce qu'on va donner à voir, c'est en fin de compte un regard extériorisé sur un ensemble de possibles. L'accélération, elle tient à ça. C'est la condensation des possibles. Et d'une certaine façon, cette accélération que l'on a en œuvre, c'est aussi parfois quelque chose qui va générer une grande frustration, puisque ça accroît du coup l'écart qu'il y a entre l'ensemble des possibles dont j'ai conscience et ce que je peux réellement mobiliser. Donc, là où la vitesse, on est dans une logique voilà, de la diffusion toujours plus vite, et ainsi de suite, on peut se représenter l'accélération aussi, plutôt comme la condensation du mouvement. Et si je prends cette image, c'est Claude Simon dans l'herbe, qui utilise une image, c'est l'image du chat qui va sauter. Vous avez tous vu un chat qui va sauter. La phase d'accélération,
c'est quoi? C'est pas quand il fait le bon. C'est quand il contracte son corps pour arriver à la juste tension qui va libérer l'énergie où il va faire le. Claude Simon utilise ce terme, le mouvement solidifié de mémoire. Le mouvement suspendu, pardon, pas solidifié, le mouvement suspendu. C'est-à-dire le point où justement la tension est la plus équilibrée et où le ressort va sauter. La phase d'accélération, c'est cette phase justement de condensation aussi. Donc on peut avoir l'accélération vitesse, la cinétique, mais aussi on peut avoir cette approche de l'accélération fondée sur la condensation des possibles. Bien, alors merci beaucoup pour cette précision. Et du coup, j'ai une question pour rebondir sur ce que tu viens de dire. Dans les Alpes notamment, la question du luxe est très prégnante. Par exemple, avec les trains type Glacier Express en Suisse, Ouais. dont le slogan, c'est quand même le train rapide le plus lent du monde. Alors, ma question, un peu taquine, hein, j'en conviens, mais est-ce que le luxe, le vrai luxe, c'est pas finalement de suspendre le temps? Ah. Beaucoup le pensent. Beaucoup le pensent. Alors, bon, cette notion de luxe, personne qui travaille dessus, ça peut renvoyer justement à une forme d'exceptionnalité vue de l'extérieur qui peut devenir un ordinaire pour d'autres. Et justement, dans cette exceptionnalité, la capacité à suspendre le temps aujourd'hui est une forme d'exceptionnalité. D'arriver à générer une ambiance qui soit une forme de bulle. Tu prends le cas, en effet, du Glacier Express, ce train rapide le plus lent du monde, ou l'Express le plus lent du monde. En effet, c'est créer, en fin de compte, une condition d'un belvédère mobile avec, en effet, prendre le temps. D'une certaine façon, cette idée de prendre le temps, on va le retrouver à un moment avec, ce fut un slogan de TGV pour la SNCF, prenez le temps d'aller vite. On va retrouver cet élément. Alors, ce rapport au luxe, c'est surtout d'être capable de maîtriser, en fin de compte, son temps. Je ne sais pas si c'est de le suspendre, mais c'est d'avoir le sentiment de maîtriser son temps. Et quand je dis maîtriser, je l'écris de deux façons, M-A-I-M-E. Bien sûr. Alors, merci beaucoup. Bon, c'était une petite question taquine. Du coup, on arrive presque à la fin de notre podcast. Alors, peut-être une dernière petite question qui, en fait, n'est pas du tout petite. Donc, je suis navré. On va essayer de te demander de faire une réponse malheureusement la plus courte possible. En troisième, on nous demande d'aborder la notion d'aménagement en lien avec la réduction des inégalités. Oui. Alors, du coup, moi, j'aimerais comprendre, en fait, comment est-ce que le fait d'aménager le territoire peut finalement réduire des inégalités entre les territoires, entre les hommes, entre les habitants, entre les villes, peut-être? En fait, ça renvoie à une approche, j'allais dire, historique en France de la notion de l'aménagement du territoire, qui est fondée sur un idéal de corriger des déséquilibres. On peut tout à fait le discuter, mais il y a cet arrière-fond intellectuel qui est très présent. Ça renvoie derrière aussi à une certaine conception de l'action publique qui est fondée sur la péréquation, qui est fondée sur la régulation. Et du coup, c'est pour ça que le lien est fait d'une certaine façon entre aménager, réduire les inégalités. C'est en fin de compte pas aménager en soi qui réduit les inégalités. C'est une finalité d'une philosophie d'aménagement et puis largement une finalité de l'action publique. Donc ce n'est pas tout l'aménagement, c'est l'action publique d'aménagement. Bien sûr. Tu m'as dit, on va plus merci court. beaucoup. Je le fais en synthèse. Réponse extrêmement courte, d'une très grande efficacité. Et merci beaucoup pour cette réponse. Eh bien, merci Kevin Sutton pour cette présentation, les réponses à ces questions. Merci pour tout. Vraiment, c'était extraordinairement intéressant et dense. Et là, pour le coup, il y a du matériel pour aborder avec votre présentation cette ligne à grande vitesse. Merci à toutes et à tous Pas de que nous avoir… à grande vitesse. Comment? Pas que à grande vitesse. Pas que à grande vitesse, oui. À grande vitesse qui peut être lente apparemment, de ce que j'ai compris. Voilà. Bon, merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce podcast et on se retrouve pour le prochain
bientôt, vous retrouverez donc cette vidéo sur le site internet de l'Académie de Mayotte, Djahazi. Merci à toutes et à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.